Bonjour, je vais vous parler de la solubilité des espèces chimiques. Pour cela je vais vous expliquer chaque élément suivant: un solide moléculaire, un solide ionique cristallin, l'électronégativité, les liaisons polaires, les liaisons hydrogène et l'électrostatique. Un solide moléculaire est un solide constitué uniquement de molécules. De plus, une molécule est un ensemble d'atomes, au moins deux, identiques ou non, unis les uns aux autres par le biais de liaisons chimiques. Ces dernières sont les résultats de la mise en commun d'un certain nombre d'électrons gravitant sur la couche externe des atomes. À la différence d'un solide ionique cristallin qui est un solide composé d'ions de charge positive, cations, et d'ions de charge négative, anions, organisés de manière ordonnée. La force électrostatique, qui correspond à l'attirance et l'éloignement mutuel de deux objets par exemple, maintient donc ensemble les cations et les anions, mais cette force est aussi présente dans un solide moléculaire. Nous pouvons donc nous poser comme question: quelle est la différence? Elle est simple, c'est la charge des atomes qui composent le solide. Si l'on considère par exemple N, A, C, L, c'est un solide ionique. Le réseau cristallin est composé d'un agencement d'atomes chargés N, A+, et C, L-. Le solide N, A, C, L, est donc composé d'atomes chargés, mais le tout est globalement neutre. Si on prend maintenant une autre molécule, cette fois, si c'est un solide moléculaire, par exemple la benzophénone, pH-CO-pH, le solide sera composé de molécules de benzophénone, chacune étant neutre avant d'être regroupée, le tout est neutre aussi. Passons maintenant à l'électronégativité. C'est une force avec laquelle un atome d'un élément donné tend à attirer les électrons, et à en capter éventuellement un ou plusieurs, ou à attirer vers lui le doublet d'électrons partagés d'une liaison covalente à laquelle il participe. Nous allons donner un exemple pour mieux comprendre. Nous allons comparer le carbone, avec 12 nucléons et 6 électrons, et l'oxygène, avec 16 nucléons et 8 électrons. Comme la taille du noyau de l'oxygène est plus grosse que celle du carbone, alors la force exercée par le noyau sur les électrons est plus forte dans le cadre de l'oxygène par rapport au carbone. Nous pouvons donc dire que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Cela signifie donc que plus on augmente la taille du noyau, plus l'atome sera électronégatif. Voici une autre question. Mais dans le tableau périodique des éléments, le silicium est-il plus électronégatif que le carbone car il se situe en dessous de celui-ci? La réponse est non, car comme le nombre de couches d'électrons est plus important dans le silicium que dans le carbone, alors la force entre la dernière couche d'électrons du silicium et le noyau du silicium est moins importante qu'entre la dernière couche d'électrons du carbone et le noyau du carbone. Passons maintenant aux liaisons polaires. Par définition, une liaison polaire est une liaison covalente entre deux atomes qui diffèrent en électronégativité. Prenons comme exemple l'hydrogène et l'oxygène. Nous pouvons dire que l'oxygène est plus électronégatif, il attire plus les électrons. On le note donc O, delta, négatif, et l'hydrogène on le note H, delta, positif. Dans le cas où la molécule soit H-H, nous pouvons déduire que les liaisons polarisées correspondent à l'attirance des électrons vers un autre atome. La liaison hydrogène est une autre type de liaison. C'est une liaison de faible énergie entre deux atomes attirés l'un vers l'autre pour des raisons électrostatiques. Prenons de nouveau un exemple. Pour avoir une liaison hydrogène, nous devons avoir dans la molécule étudiée de l'hydrogène lié par liaison covalente à un atome très électronégatif pour que l'hydrogène puisse avoir une charge delta plus très élevée. Ce qui forme une interaction électromagnétique, donc une liaison hydrogène vers un atome comme par exemple l'oxygène qui va avoir un doublet non liant. Il est généralement écrit en pointillé entre l'hydrogène et l'atome concerné. Cette liaison est très forte. Enfin, terminons par l'électrostatique, qui est l'étude des phénomènes provoqués par l'électricité statique, observable par l'humain dans son environnement. Elle consiste en une force provoquée par un objet chargé d'électricité sur un autre objet. Elle peut s'observer au quotidien lorsqu'un être humain reçoit une décharge électrique en touchant une poignée de voiture ou quand on touche un pull en laine. Par exemple, cette décharge est due à l'accumulation de l'électricité. Un autre phénomène bien connu est la foudre. Celle-ci survient lorsque les nuages sont chargés d'électricité statique. Pour faire court, l'électrisation d'un corps, c'est l'excès d'électrons, corps électrisé négativement d'une boule en métal par exemple, et la déficience en électrons, corps électrisé positivement. Il y a donc soit une électrisation des isolants par frottement, comme par exemple la règle en fer que nous agitons dans un pull en laine, soit l'électrisation des conducteurs par influence, donc quand nous approchons cette règle du dessous d'un robinet d'eau ouvert. Les charges se déplacent donc jusqu'à atteindre un état d'équilibre et c'est pour cela qu'au départ l'eau est attirée puis elle est de moins en moins attirée jusqu'à n'être plus attirée par la règle.